Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères. Dans la suite du cours des infections nosocomiales, on avait vu déjà la fois passée les types ou bien les manifestations avec les agents pathogènes les plus fréquentes et les infections nosocomiales qui ont été urinaires, respiratoires, sur cathéter, des bactériémies avec leur diagnostic de certitude. Cette fois-là, on va voir le traitement et bien sûr la prévention contre ces infections nosocomiales. Les liens sont toujours disponibles dans la description. N'oublie pas d'abonner mes chers confrères afin de recevoir les prochaines vidéos dans les modules qui suivent. Laissez vos commentaires concernant la qualité des vidéos et on commence le traitement. Donc, le traitement contre ces infections bactériennes, il est souvent basé sur l'antibiothérapie à large spectre et qui est bactéricide. Là, on est en train de parler de bactéries très virulentes, très résistantes. On ne risque pas de prescrire des bactériostatiques. Là, on va donner des bactéricides directement pour éradiquer ces agents pathogènes ou bien ces bactéries. Et en deuxième lieu, vous devez noter l'association d'antibiotiques. C'est de la bithérapie, parfois c'est la trithérapie. En face de ces bactéries-là, pourquoi? On a dit qu'ils ont le caractère de résistance ou bien de multirésistance aux antibiotiques. Et les bactéries qui sont hautement résistantes, émergentes, là on va utiliser de l'association de deux antibactéricides. Notez bien cette notion-là. On utilise l'association de deux antibiotiques et qui sont bactéricides et à large spectre. On ne joue pas avec les infections nosocomiales. Cette antibiothérapie est orientée selon le site d'infection, l'agent infectieux probable qui est en cause. Ça veut réajuster l'antibiogramme et le prélèvement microbiologique avec l'hémoculture, le CBU, pour bien savoir la sensibilité de ces agents pathogènes-là pour prescrire la polythérapie ou bien l'antibiothérapie adéquate comme on va voir. Maintenant, l'antibiothérapie va être probabiliste par exemple, de pneumonie nosocomiale. Ça, on a donné l'exemple de céphalosporine ou bien de l'augmentin et des bêta-lactamines. Donc, devant une pneumonie nosocomiale, le traitement doit être probabiliste. Pourquoi? Parce que le risque est très élevé de mortalité. Donc, notez bien dans ce titre-là du traitement que le traitement doit être associé en bithérapie. Ils sont des antibiotiques bactéricides. Notez ce terme-là bien. Et c'est à large spectre. Et ils doivent être réajustés selon l'antibiogramme et le prélèvement microbiologique. Donc, ces lignes-là sont à retenir. Ça peut être une question d'examen probablement. Quelle est la nature ou bien le type d'antibiothérapie que vous allez utiliser devant une infection nosocomiale. C'est votre conduite à tenir devant une infection nosocomiale. Maintenant, on a les infections sur un matériel étranger. Donc, on va retirer ce cathéter veineux ou bien cette sonde. Et s'il n'est pas un cathéter veineux central, vous devez respecter les recommandations des sociétés de réanimation. Donc, le traitement consiste à l'enlever du cathéter périphérique et de respect des critères d'un cathéter veineux central. S'il y a l'origine de l'infection est fongique, on va utiliser les produits azolés. Ça, on avait déjà vu dans la parasitologie. Les infections mycotiques sont sensibles aux produits azolés. C'est le fluconazole, le voriconazole. Tous les produits azolés ont un effet sur ces champignons. Si c'est une infection virale, là, du virus, c'est un juste traitement symptomatique et ou étiologique. Il n'y a pas d'antibiothérapie contre les virus. Ne fais pas cette bêtise. Il n'y a pas d'antibiothérapie en cas d'infection virale. D'abord, le premier critère que vous devez poser la question avant d'une antibiothérapie, la première question, est-ce qu'il s'agit d'une infection virale? Parce qu'une infection virale, elle n'est pas sensible aux antibiothérapes. Là, c'est un traitement symptomatique et ou étiologique. Faites attention à cette notion-là. Si il y a du parasite,
on va faire du traitement anti-gale ou bien anti-poux. Donc, le traitement est orienté, comme je vous ai dit, selon la nature de l'agent pathogène, la porte d'entrée. S'il y a de la bactérie, c'est de l'antibiothérapie. Si c'est une infection mycotique ou bien fongique, là, c'est l'indication des produits azolés. Si d'origine virale, faites attention, c'est un traitement symptomatique et ou étiologique. Et c'est une infection parasitaire. On va lutter contre ces gales et ces poux. C'est plus facile, mais nécessite de la concentration avec l'anamnèse et la recherche de la porte d'entrée et le type d'infection nosocomiale. Alors soyez prudents pendant le diagnostic ou bien la conduite à tenir devant ces infections nosocomiales. Il ne faut pas mélanger les diagnostics afin de donner un traitement adéquat. J'espère que le message est requis. Maintenant, on va passer au dernier titre. C'est la prévention des infections nosocomiales. Le meilleur moyen de traitement, je répète, c'est la prévention. La prévention se pose sur le respect des règles d'hygiène hospitalière, limiter les indications de sondage urinaire et les gestes invasifs et minimiser leur durée le plus possible. Respecter les conditions d'asepsie, bien sûr, lors de la pose des cathéters veineux et les sondes en cas de gestes invasifs et l'utilisation rationnelle des antibiotiques afin de limiter la résistance aux antibiotiques. Vous voyez que ce sont des gestes simples, mais ils sont très définitifs ou bien très déterminantes contre ces infections nosocomiales. Donc, ces règles-là sont à suivre par lettre. Donc, et vous devez retenir là, ça peut être des questions d'examen. C'est fréquent, c'est simple, on peut dire c'est banal ou bien c'est quotidien, mais vous voyez que ces mesures simples et d'hygiène sont le moyen essentiel de la prévention contre les infections nosocomiales. Je répète, c'est là le respect des règles d'hygiène hospitalière, limiter les gestes invasifs, respecter les conditions d'asepsie pendant les gestes invasifs et l'utilisation rationnelle des antibiotiques. Ça peut être une question d'examen. Commençons par l'hygiène hospitalière. Elle nécessite à prévenir la transmission de ces agents pathogènes entre les patients, entre le patient et le soignant, ou bien le soignant et le patient. L'hygiène, comme on avait dit, le médecin peut être un transmetteur des infections nosocomiales. La précaution standard, c'est l'hygiène des mains. Vous voyez que le lavage des mains, ce simple geste, va minimiser la taux ou bien la possibilité d'attraper des infections nosocomiales énormément. Donc, les mesures de base de la prévention et de la transmission croisée. Donc, on peut prévenir le risque d'infection chez le patient lors des soins. Donc, en tant que médecin, le soin, vous devez faire une hygiène des mains devant les soins pour ne pas transmettre les infections. Prévenir le risque de contamination professionnelle lors des soins. Ça, c'est pour protéger l'équipe de soins et prévenir la diffusion de ces bactéries-là qui sont liées au contact avec les patients et l'environnement. Donc, on est en train de répéter ce qu'on avait dit dans la première partie. La précaution standard, c'est d'éviter ces agents pathogènes et de l'hygiène des mains. Là, c'est un simple geste, c'est le lavage des mains, mais l'hygiène des mains est le principal moyen de prévenir les infections nosocomiales. Donc, il ne faut pas négliger ou bien sous-estimer ce simple geste-là, car il peut sauver les vies du patient qui sont vulnérables, qui sont intubés, qui sont dans un état de comorbidité, ils sont favorisés par le terrain de ces bactéries-là qui sont, je répète, multirésistantes. Donc, un simple geste là, comme le lavage des mains, peut sauver les vies de ces patients. Donc, c'est un geste usuel, un simple geste, mais c'est le moyen essentiel pour la prévention des infections nosocomiales. Donc, vous devez avoir une hygiène des mains qui est rigoureuse, une asepsie totale pendant les soins
de ces patients qui sont vulnérables. J'espère que c'est clair. Là, vous voyez les germes qui ont été sur la surface cutanée ou bien sur la paume des mains avant le lavage. Et là, c'est après le lavage. La différence, elle est immense. Donc, le lavage des mains permet d'éradiquer ou bien d'éliminer le taux ou bien de la charge de ces bactéries-là dans la surface des mains. Là aussi, c'est après le lavage. Là, c'est avec un savon doux pendant 30 secondes. Là, c'est un savon aseptique, antiseptique. Vous voyez la disparition de ces agents pathogènes. Les bactéries là sont éradiquées. Et là, vous voyez une solution antiseptique qui a éradiqué là presque la totalité de ces bactéries là. Donc, le lavage des mains, c'est un geste essentiel et obligatoire devant les infections nosocomiales. Donc, l'hygiène des mains, c'est un lavage simple des mains avec friction des mains, avec les solutions hydroalcooliques. Ce sont les solutions hydroalcooliques, le lavage antiseptique et le lavage chirurgical. Donc, tout ça entre dans l'hygiène des mains depuis un simple lavage des mains jusqu'au lavage chirurgical, qui est un phénomène complexe qui dure plusieurs minutes. Donc, d'un simple lavage de quelques secondes à un lavage qui dure plusieurs minutes. Tout ça éradique les infections nosocomiales. Donc, là, vous voyez que la friction doit être utilisée sur cette phases ou bien 7 temps. C'est la friction des paumes des mains. Après ça, l'espace interdigitaux dans deuxième temps et troisième temps, un temps externe et un temps interne. La friction des deux pommettes avec le dos des doigts. Après ça, la paume avec le dos du pouce. C'est la cinquième phase. Les bouts du doigt aussi doivent être nettoyés ou bien frictionnés avec la solution savonneuse. Et on n'oublie pas les poignets. Donc, ce sont des 11 gestes à réaliser. Donc, vous voyez là que le lavage des mains doit être fait d'une façon qui est rigoureuse, qui doit passer par ces étapes-là afin d'éliminer les bactéries qui sont surtout en espace interdigitaux. Il ne faut pas banaliser ce geste-là. C'est là où les bactéries sont très disséminées et les bouts de doigts. Donc vous voyez, c'est pas juste la friction des deux pommettes et on a déjà nettoyé la main. Non, le lavage des mains, c'est un processus, bien un protocole à respecter que vous devez le maîtriser afin d'éradiquer les bactéries qui sont colonisées dans la surface cutanée des mains. Donc, le lavage des mains, vous voyez que c'est plus complexe qu'on vous croyez. Maintenant, on passe au dernier titre. Comment faire la prévention contre le personnel et les patients. Donc, pour le personnel, le patient, quel que soit leur statut infectieux, le personnel doit respecter la précaution dite standard liée à l'hygiène hospitalière. Quelle est cette hygiène hospitalière? C'est l'hygiène des mains, les lavages et bien sûr la friction à l'alcool entre deux patients ou bien deux activités. À chaque fois que vous changez de patient, vous devez laver les mains ou bien à chaque deux activités. Donc je répète, le lavage des mains est à répéter entre deux patients, entre deux activités. Bien sûr, le port des gants. Si le risque de contact du sang, là vous devez faire ou bien vous devez porter des gants avec un changement entre deux patients, bien sûr. Le port de surblouse, les lunettes et les masques pour limiter le risque de projection du sang. On avait dit dans la virologie que les virus peuvent disséminer au corps, même au cours du muqueuse conjonctive. Donc là, les lunettes sont obligatoires. Il ne faut pas banaliser ces gestes-là. Le matériel doit être infecté ou bien doit être contrôlé
le matériel à chaque fois possible à usage bien et être à usage unique. Et bien sûr, la désinfection des matériels et des surfaces entre chaque patient. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on change un patient à l'autre, on doit respecter ces règles-là d'hygiène hospitalière. Ce sont les règles standards à respecter. Si vous ne respectez pas ces simples gestes-là, vous risquez d'être la cause de contamination au personnel et au patient lui-même. Donc, pour éviter ces séquelles-là, les mesures d'hygiène doivent être respectées rigoureusement. Donc, ça, c'est les déchets qui doivent être débarrassés. Ce sont les sources de contamination au personnel et entre les patients. Là, c'est les différents sachets qui sont colorés de couleurs. On a des sachets noirs, on a du sachet jaune, on a cette boîte jaune là qui est utile ou bien qui est préservée aux seringues infectées et aux aiguilles. On a les produits verts et bien sûr les plus graves, ce sont les produits rouges. Là, ce sont les plus délicats à se débarrasser. Donc le code couleur là nous montre le degré de sachet du noir vers le rouge où là le degré de contamination ou bien d'infection est élevé là. Maintenant les précautions complémentaires. C'est en complément de ces précautions simples, certaines infections ou bien suspicions d'infection nécessitent la mise en œuvre de précautions complémentaires définies en fonction de l'agent infectieux et de la localisation de la gravité d'infection. Quelles sont ces précautions complémentaires? C'est l'isolement en chambre individuelle, le renforcement de lavage des mains, le port de vêtements de protection en cas des cas spéciaux et la précaution accrue lors de l'élimination de ces instruments, du linge contaminé et les déchets. Donc, on a les précautions standards, on avait déjà vu. Là, ce sont les précautions complémentaires devant les cas exceptionnels ou bien où le risque est augmenté pour ces infections nosocomiales. Maintenant, l'organisation du travail, assurer aux soins individualisés, regrouper des soins pour un même patient, réaliser des soins aseptiques dans un environnement propre, regrouper les tâches contaminantes, travailler avec rigueur et calme, ça c'est important, assurer la traçabilité des actes accomplis. Donc le travail doit être organisé contre ces infections nosocomiales. Surtout le milieu de travail doit être calme et rigoureux. Les gestes invasifs ou bien exposants au risque doivent être regroupés. Pourquoi? Pour minimiser la chance d'attraper ces infections-là. Si on fait des gestes invasifs autour de 24 heures, là, le risque doit être augmenté. Donc, les gestes invasifs ou bien les gestes risques de contamination doivent être regroupés dans des simples manœuvres ou bien des manœuvres condensées afin d'éliminer ou bien de diminuer la chance d'attraper ces infections nosocomiales. Maintenant, le dernier titre, c'est la prévention pour les patients et les visiteurs. Donc, les patients, pour le patient lui-même ne doit pas manipuler personnellement les dispositifs invasifs, quel que soit le cathéter, le sonde et le drain. On avait dit dans la première partie que la contamination peut être endogène. Le patient lui-même peut causer l'infection nosocomiale par la manipulation des cathéters, des sondes ou bien des drains. Donc, vous devez informer le patient de ne pas manipuler ces instruments-là. Le patient doit avoir une bonne hygiène lui-même, corporelle et générale. Il lui est indispensable de se laver les mains après les toilettes. Là, il risque d'attraper des infections après les selles ou bien les urines si l'hygiène des mains n'était pas suffisante. Donc, le patient peut être lui-même l'infectant ou bien la cause de l'infection nosocomiale.
En cas d'intervention chirurgicale, la douche antiseptique doit être prise de façon minutieuse et la dépilation de la zone opératoire ne doit pas être faite au rasoir, mais à l'aide d'une tondeuse. Pourquoi? Le rasoir a le risque de piquer ou bien de faire des plaies cutanées qui vont être la source d'entrée des commensaux de la peau, le strepto et le staphylo, la, la, l'antisepsie ou bien le rasage ou bien la dépilation doivent être à l'aide à une tondeuse. Donc vous voyez que ces simples gestes-là peuvent prévenir des séquelles qui peuvent être mortelles. Donc c'est un cours facile, mais ne pas appliquer ces gestes-là a des dégâts ou bien des séquelles néfastes pour le patient. En dernier lieu, pour les visiteurs présentent une infection par voie respiratoire ou toute autre maladie contagieuse ne devrait pas entrer dans le secteur du soin. Ça, c'est logique. Ça, c'est évident. Deuxièmement, les plantes et les pots de fleurs doivent être coupés. Pourquoi? Ou bien ces fleurs coupées vont causer l'infection nosocomiale. Pourquoi? Il existe de nombreux champignons et des bactéries qui retrouvent sur la terre. On est en train de parler de bactéries telluriques. L'exemple le plus virulent, c'est le Pseudomonas aeruginosa. Donc, il ne faut pas, c'est contre-indiqué de faire ou bien de mettre un bouquet de fleurs en service de réanimation parce qu'il contient d'énormes bactéries telluriques, parmi lesquelles c'est le Pseudomonas aeruginosa. Il est multirésistant et il peut faire des dégâts nosocomiales. Dernièrement, les visiteurs doivent se laver les mains, bien sûr, avant et après la visite d'un patient afin d'éviter la transmission maniportée de ces germes-là. Donc, c'est un cours facile, c'est un cours simple, mais ces mesures d'hygiène-là doivent être respectées rigoureusement afin d'éliminer ou bien diminuer le taux de mortalité dans ces infections nosocomiales qui ont devenu un problème de santé publique ou bien un problème dans les milieux hospitaliers. Donc, c'est votre rôle en tant que médecin de lutter contre ces infections nosocomiales. Merci pour votre attention. Les liens sont toujours disponibles. N'oubliez pas d'abonner mes chers confrères afin de recevoir les prochains cours pendant les modules. Bon courage et je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah.